Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. C'est pas si courant quand même qu'on ait autant de monde pour la projection d'un film sur les hackers et pour une crypto-partie et pour un débat autour de ces questions-là. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé souvent, en tout cas, je sais pas vous, non pas trop. Moi, j'avais envie en fait de partir d'une question qui est assez générale, mais qui va nous permettre d'avancer un peu. Finalement, le propos du film, c'est de mettre en lumière des gens qu'on appelle les activistes avec un H. Le terme est né, je crois, dans les années 90 et a été inventé par un groupe de hackers américains qui s'appelle Cult of the Dead Co, donc le culte de la vache morte. C'est assez particulier, hein, l'humour des hackers, on finit par s'y faire. Et ils avaient inventé ce néologisme pour une espèce de sous-groupe qui s'appelait donc activismo avec un H. Et l'idée, je crois, c'était vraiment de mettre en lumière le lien qui pouvait exister entre la démarche hacker, d'une part, qui est effectivement une démarche de compréhension, de curiosité, qui consiste à démonter les systèmes pour comprendre comment ils marchent et pour les adapter à ses propres besoins, et finalement une approche politique qui est une approche collective. Et j'avais envie de vous demander aux uns et aux autres, est-ce que finalement, ce que dit ce film et ce qu'on constate les uns et les autres quand même depuis quelques années, est-ce qu'on est face à, avec l'irruption des hackers en politique, est-ce qu'on est face à l'émergence d'un nouvel acteur vraiment? Et si oui, qu'est-ce que ça change à la fois en termes de renouvellement des formes d'engagement et pour la société en général? Je vais commencer par toi, Flo, parce que tu es quand même l'auteur du film et que tu as pu t'immerger dans tout ça. Comment tu vois les choses, toi? Alors, je ne vais pas parler trop longtemps des hackers parce que je suis quand même bien entouré et je vais peut-être dire des bêtises. Mais à la base, moi, le terme activisme, avec un H, c'est plus un terme pratique. Comme ça, quand on dit ça, les gens comprennent de quoi on parle. De manière générale, on dit ça et ça ouvre à peu près le champ qu'on veut. Mais après, au final, un activiste sans H, c'est un militant. Et le jour où un hacker commence à s'engager, il est militant, il n'est pas forcément hacker. Du coup, c'est un terme un peu rapide, mais qui finalement est un peu piégeant, quoi. Un hacker qui s'engage, c'est un militant, point. Et je pense que Okin et toi aussi, c'est un truc qui vous tient à cœur, je pense, mais c'est la fameuse différence entre IRL et AFK, en disant que quand on est sur Internet, on est encore dans la vraie vie, il n'y a pas à mettre un H parce qu'on est sur Internet, quoi. On prend des risques, et on parlait de Mariam ou des militants syriens, quand on prend des risques, Internet ou pas, on les paie de la même manière, normalement. Alors, Okin, effectivement, toi, tu as un pied dans chaque monde, hein, si j'allais dire, parce que donc, tu travailles à la FIDH, qui est une très vieille organisation de défense des droits de l'homme, qui est la Fédération internationale des droits de l'homme, et tu es arrivé à tout ça par le biais d'un cluster, parce que c'est le terme qu'on utilise, qui s'appelle donc Télécomics, qui a été extrêmement actif autour des printemps arabes, notamment pour venir en aide aux cyberdissidents. Ça a été quoi ta démarche? Et est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a une spécificité de la manière de militer des gens issus de la technologie ou pas? Ça a été quoi ma démarche? C'est une très bonne question. Le jour où j'ai une réponse, je te fais signe. Mais en fait, c'est assez simple. On va faire une petite expérience. Tous ceux dans la salle qui travaillent dans l'informatique, gagnent leur vie avec l'informatique, font de l'informatique, dépannent des PC, etc. Est-ce que vous pourriez vous lever? Oh ben sinon, les autres, vous vous asseyez. Ouais, genre par terre, voilà. Vont rester debout tous ceux qui travaillent pour une organisation non gouvernementale, une association, pour des groupes militants qui défendent les minorités et ce genre de choses-là, ou qui ont refusé de travailler pour le grand capital ou ce genre de trucs-là. Voilà. Donc, reste debout, en fait, tous ceux qui travaillent à temps plein ou bénévolement ou autre, ceux qui se sont engagés auprès d'associations, de groupes militants, de groupes non gouvernementaux et ce genre de choses-là. Ah, quand même, c'est intéressant. Il y a quand même pas mal de monde. Voilà, donc ça, c'est ces gens-là qui sont bien. Enfin, qui sont bien. Non, c'est pas bien de faire ça du tout. C'est pas bien de faire ce que tu viens de faire. Merci à vous, déjà. Merci à vous. On peut se rasseoir. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'en gros, il y a la moitié des gens ici qui font l'informatique, qui utilisent un outil, qui ont la connaissance de cet outil-là, et qui n'en profitent pas qui n'en se servent pas pour essayer d'améliorer le monde dans lequel on vit. Parce que nous vivons tous dans le même monde, a priori, pour le moment, qu'une seule planète. Et la problématique, je pense qu'elle est là, c'est... Ok, on a un outil, on a des connaissances, et comme il y a des médecins qui vont apprendre comment marchent les premiers secours, parce que quand on travaillait en Égypte avec Télécomics, on a transmis 2 guides de premiers secours. On a transmis le premier guide qui est de se soigner au niveau des gaz lacrymaux, comment manipuler des blessés, etc., qu'on avait récupéré avec, je crois, des Anonymous Street Medic. Et un deuxième guide qui était celui sur comment protéger ses communications et ce genre de choses-là. Et il faut transmettre ces connaissances parce qu'on a tous besoin, si elles sont trop centralisées, si elles sont créées dans des groupes, on a besoin de transmettre ces connaissances-là.
Alors je dis pas qu'il faut tous qu'on bosse à temps plein pour des ONG, parce que honnêtement, vous voulez pas tous faire ça. Hein. C'est épuisant, c'est tuant, enfin voilà. Mais donner un coup de main à des groupes militants que vous connaissez, à vos... je sais pas, pour ceux qui manifestent pour les droits des femmes, ou pour les statuts LGBT, ou pour les droits des minorités, ou ce genre de choses-là, quand vous allez dans ces groupes-là, allez les voir et allez leur expliquer « Hey, mais vous avez peut-être besoin d'Internet. Ça vous permettra pas d'être sûr, ça vous permettra pas d'être plus efficace, ça vous permettra pas d'être plus fort, mais au moins vous prendrez un petit peu moins de risques et vous aurez une meilleure connaissance, et en plus vous aurez un groupe de gens super sympas avec qui discuter, ce sera trop cool. » Carrément. Mais en même temps, on peut être hacker sans être militant. Enfin, Non, le hacker, c'est quelqu'un qui détourne un objet, qui le subvertit. Et la subversion, c'est un terme qui est politique en soi. Le mec qui a leaké tout ce qu'il y a du célèbre leak, c'est pas un hacker. C'est un connard. Exact. Voilà. C'est pas un hacker. Non, le hacker, je vais pas dire qu'il y a un code de conduite ou un code de piraterie. Il y a une éthique. Mais il y a une forme d'éthique. On fait des choses parce qu'on pense qu'elles vont dans le sens d'améliorer le monde. Alors après, effectivement, peut-être que moi, ma vision du monde n'est peut-être pas la même que celle de Fred, que de Flo, que de Paul ou de vous tous. Et c'est pour ça qu'il faut que vous m'empêchiez d'avoir le contrôle total sur Internet. Ne laissez pas aux hackers le contrôle d'Internet. Ouais, aussi. Mais je vais peut-être laisser la place aux autres parce que du coup on parle. Non, mais en même temps, t'inquiète pas parce que personne ne te confiera jamais le contrôle d'Internet. Je n'en veux pas, c'est beaucoup trop de taf. Alors, ceci dit, on a ici donc un représentant du Parti Pirate, hein, c'est mal. Et finalement, le Parti Pirate, c'est une tentative d'appliquer le hack la démarche du hacker directement dans le champ politique. Et l'idée du Parti Pirate, c'est quand même de réinventer la manière de faire de la politique, non ? Tout à fait, en fait. Le Parti Pirate, c'est un mouvement qui est né dans le cyberespace en 2006 et qui hérite de tous les codes du cyberespace. C'est un endroit dans lequel vous allez arriver et on va vous demander c'est quoi votre nom, votre pseudonyme. Moi, par exemple, c'est Paul ou c'est Schmal, d'ailleurs ça se prononce Schmal. Et on va pas poser la question mais pourquoi est-ce que tu as décidé de t'appeler comme ça ? On va pas poser la question non plus de pourquoi tu as décidé de t'habiller comme ça ou pourquoi tu fais ci ou ça. Le Parti Pirate, c'est un espace comme dans le cyberespace où il n'y a pas d'a priori sur les gens. Depuis des dizaines d'années, au XXe siècle particulièrement avec les luttes sociales, on lutte contre les discriminations en tout genre, que ce soit envers les femmes, envers les homosexuels, les personnes trans, les personnes racisées. Internet est un espace qui permet tout cela en pratique, en supprimant au final, en permettant à chacun d'exprimer son individualité et d'être respecté là-dedans. Le Parti Pirate, donc, c'est un mouvement qui hérite de ces codes et qui essaye de détourner les systèmes politiques tels qu'on les connaît actuellement pour bénéficier à tous et non plus au détriment de la population, faire profiter quelques gros industriels et compagnie. Le Parti Pirate, pour le coup, donc, c'est un mouvement qui est basé sur la liberté, sur le respect, sur le partage, des valeurs qui sont vraiment au cœur d'Internet, au cœur de l'éthique des hackers. Alors en même temps, là, on a un discours qui est assez théorique. J'aimerais bien que Frédéric réagisse là-dessus parce que je suis sûre qu'il a des choses à dire. Toi, c'est des questions que tu t'es posées parce que à la fois, tu as écrit un livre sur Anonymous, tu as pas mal travaillé sur la communication des organisations non gouvernementales et puis tu as donc créé cette école de code qui s'appelle Simplon avec une perspective qui était très claire, qui était une perspective finalement entre guillemets, de discrimination positive. Est-ce que ça veut dire que quand on dit le cyberespace est un espace non discriminant, il faudrait peut-être aller plus loin que ça et se poser la question de la manière dont la théorie peut aussi permettre par moment la réplication des discriminations sans qu'on s'en rende compte ? C'est pas à cette question-là que j'ai envie de répondre. Mais tu peux répondre à la question que tu veux. Ça m'appelle Georges Marchais, tu sais. Ouais, c'est ma réponse. Non, ça n'était pas ma question. Je suis assez ému de cette projection parce que ça me rappelle plein de souvenirs et c'est vrai que moi je suis pas un hacker mais je suis un activiste et je suis pas un développeur mais j'ai le droit de parler de ces thématiques-là parce qu'on a une histoire avec ce film et c'est une aventure pas technologique mais humaine. Donc moi j'ai envie de mettre un petit mot à deux Nicolas qui sont pas là, donc à Nicolas Diaz qui est bloqué à Bruxelles et qui est vraiment à l'origine de ce film-là. Donc la personne qui était un peu FIDH et un peu télécomics, c'est un peu Nicolas. Et un autre, donc Nicolas Danet avec qui j'ai écrit ce livre sur Anonymous et un autre sur l'apprentissage du code. Et je me souviens plutôt de ces aventures humaines-là et je trouve que ça ressort bien dans le film, c'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire d'adresse IP et de serveurs ou de choses comme ça, et je me souviens vraiment aussi d'avoir été un acteur de tout ça par les débats qu'on a pu avoir, par le pont qu'on a pu faire entre l'activisme et les ONG, qui était un pont qui n'était pas évident du tout à faire,
et qu'on a observé et qu'on a fait par des longues nuits blanches. Et je me rappelle la première fois que j'ai vu Hawking, c'était dans un endroit où j'avais organisé une rencontre entre Greenpeace et des ONG et des hackers. C'est la première fois qu'on se voyait. Et il m'avait envoyé des mails cryptés, et moi je lui répondais avec mon Gmail. Donc on avait déjà des problèmes de communication. Et j'avais ma signature Skype en dessous. Et donc j'avais dit à Greenpeace, mais vous vous introduisez dans des centrales nucléaires pour prouver qu'il y a une faille dans le système. Et il y a des hackers qui s'introduisent sur des serveurs pour prouver qu'il y a des failles dans le système. Est-ce que vous ne feriez pas un peu le même travail? Et là, les deux avaient dit, mais n'importe quoi, on n'a absolument rien à voir les uns avec les autres. Et voilà, c'est plus des souvenirs comme ça qui me reviennent que des trucs sur le fond. Et je me souviens aussi de ces 3 jours où j'ai hébergé Stallman chez moi et où ça a été un enfer sur Terre. Voilà. Désolé Amael. Mais ceci dit, quand même, tu as ouvert une école qui apprend à des gens à coder, c'est pas anodin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de comprendre l'environnement technologique dans lequel on est, parce que sinon, on va juste pas y arriver. Il y a ça, parce que c'est la mode aussi, le code, donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est du décryptage, effectivement, mais c'est aussi un effet de levier. Moi, de comprendre Internet à ma façon sans être un développeur, ça a changé ma vie. Et je pense que ça peut être un moyen d'avoir un effet de levier très très fort pour des gens qui ont un peu moins de chance, un peu moins d'opportunités. Et moi, je suis un gros militant et j'aimerais que les geeks en général et ceux qui font les malins sur le code s'en saisissent un peu plus de l'intégration des filles dans la tech. Et ça, c'est un vrai débat qui est un peu subversif. C'est pour ça qu'il n'est pas très abordé. C'est beaucoup plus facile de dire qu'on est une brute en C que de dire qu'on code avec des filles et qu'on a envie de faire des hackathons avec des filles et que les filles, ça peut coder aussi bien qu'un mec. Voilà. Merci. Hawking, est-ce que les geeks sont devenus indispensables aujourd'hui pour ne serait-ce que effectivement protéger notre vie privée, protéger nos libertés en ligne? Finalement, c'est quoi l'apport de ces gens venus de la technologie au débat tel qu'il se pose aujourd'hui, et qui sont des débats politiques extrêmement clairs, extrêmement concrets, extrêmement brûlants? Ça va dépendre de comment tu définis un geek déjà. C'est pas un test sur Internet? Il y a un geek test sur Internet qui est super intéressant. Enfin, faites-le, vous verrez que c'est pas que l'informatique, c'est aussi toute une culture qui est derrière. Bref. Mais Internet, c'est un outil social. C'est pas un outil technique. Enfin, c'est un outil social basé sur des solutions techniques. Et c'est donc un outil qui, comme il est social, il n'est absolument pas neutre. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou mauvais, hein. Ça veut dire qu'il n'est pas neutre. Ça veut dire que selon comment on s'en sert, on peut aider des gens ou foutre des gens dans la merde. Et c'est ce que disait Frédéric. Moi, j'ai un gros problème quand je vois que les gens disent... et c'est là que je suis pas du tout d'accord avec ce que tu disais, Paul. C'est quand tu dis non, mais Internet, c'est un endroit où on peut ne pas avoir d'identité. À condition que ton identité soit celle d'un homme blanc, cisgenre, qui a à peu près entre 25 et 35 ans, et qui soit de classe sociale professionnelle moyenne, voire élevée. Et à partir du moment où vous affirmez politiquement ce choix de ne pas faire partie de cette identité-là, vous allez avoir des problèmes. Moi, je ne me suis jamais fait harceler en ligne par Internet, ça va faire 10 ans que j'y suis. J'ai des copines, des copains trans, des copains racisés ou des copines racisées qui sont sur Internet depuis moins de 3 mois, ou qui vont sur Facebook ou depuis moins de 3 mois, qui reçoivent des mails d'insultes, des menaces, juste parce que ces personnes-là ont affirmé une identité différente de l'autre. Alors effectivement, Internet permet d'assumer cette identité-là, permet de la définir. Mais Internet ne résout pas le problème. Le problème, il est social, le problème, il est humain. Et tant qu'on aura des gens qui vont trouver fun d'aller télécharger des images de personnes prises à leur insu ou extraites de leur vie privée et de les publier en ligne, et donc de supprimer le droit à ces personnes d'avoir accès à leur intimité. Parce que c'est ça au final ce qui est à propos le leak dont tout le monde parle, le célèbre leak. C'est de dire les starlets d'Hollywood n'ont pas le droit à l'intimité. Oh, Dropbox, iCloud, whatever. Non, c'est vraiment pas une faille technique. Enfin, pas que. C'est une traque de 3 à 5 ans pour récupérer ces photos-là et les poster en ligne. C'est ce qu'on appelle une attaque ciblée. Donc, quelle que soit la solution qu'aurait utilisée personne, je veux dire, même, au pire, on peut toujours envoyer un photographe prendre des photos de gens sous la douche, comme ça se faisait avant qu'on ait Internet. Tant qu'on aura des gens, tant qu'on tolérera sur Internet et qu'on dira qu'il est acceptable que des gens aillent supprimer le droit à la vie privée d'autres personnes, on n'est pas mieux que la NSA, on n'est pas mieux que les putains de gouvernements qui nous font chier et qu'on dit que c'est eux l'ennemi. Non, l'ennemi, c'est nous, comme disait ça. Enfin, c'est les autres, c'est vous plutôt. Voilà, c'est vous tous. L'enfer, c'est les autres. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Quand vous êtes sur Internet, Internet, c'est un outil qui permet de construire de nouvelles sociétés, mais aussi des nouvelles, donc des meilleures et des pires. Et c'est à nous de faire des choix.
Et c'est à nous autres, hommes blancs, cisgenres, de se dire hey, mais peut-être qu'on pourrait être inclusif et de se dire que ce serait cool que tout le monde vienne et qu'on respecte les choix politiques d'identité que font ces personnes-là et qu'on les accepte comme elles veulent qu'on les accepte. Finalement, Internet, ça change tout et ça ne change rien. Schmal. Oui, pour le coup, c'est exactement ça. En fait, je parlais là en l'occurrence de la communauté pirate, c'est assez spécifique, et c'est justement parce que nous faisons la démarche au quotidien de lutter contre les oppressions et d'essayer d'être inclusif qu'on arrive à développer une communauté dans laquelle chacun peut assumer sa propre identité. Mais ça, effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est une question sociale, et c'est pour ça qu'il est très important de militer, que ce soit dans les milieux numériques ou en dehors des milieux numériques. Il est très important de ne jamais laisser place aux discriminations ou à une quelconque forme d'oppression, parce que c'est pas forcément des attaques directes envers quelqu'un. Insulter quelqu'un pour sa couleur de peau ou pour son sexe ou pour son identité de genre ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement répliquer des schémas qui paraissent inoffensifs mais qui au final contribuent à un sentiment d'oppression chez toute une partie de la population. Et on se rend compte qu'en fait quand on met toutes les catégories opprimées de la population bout à bout les unes derrière les autres, ça finit par faire une majorité de la population, ce que certains appellent les 99%. Et la question, voilà, c'est comment est-ce que nous tous et nous toutes ensemble on s'unit pour lutter contre tous les systèmes d'oppression. Donc voilà, là, Internet ouvre un nouveau champ des possibles parce qu'il apporte des solutions techniques qui permettent d'aborder autrement les problèmes humains, mais ça n'est effectivement pas une solution en soi. Mais alors quand tu dis justement de nouvelles solutions, lesquelles et pourquoi faire? Bah, alors lesquelles? Qu'est-ce que ça change? Dans le fond, qu'est-ce que ça change? Alors qu'est-ce que ça change? Bah, Internet, c'est un espace de liberté, de décentralisation et de partage. C'est trois critères qui sont vraiment fondamentaux. Ces trois critères qui font que si quelqu'un veut ouvrir un service en ligne, que ça soit une communauté dans laquelle des gens vont s'exprimer pour partager leurs ressentis ou leur expérience au quotidien, que ça soit un site de whistleblowing, de lancement d'alerte, sur lequel des gens vont pouvoir faire leaker des informations concernant des abus de pouvoir de l'État, etc., les gens vont pouvoir le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui n'était pas forcément possible avec les moyens techniques auparavant. Pour le coup, donc, Internet change notre rapport dans les communications et modifie profondément notre société. Donc la question c'est comment, et là bah, c'est à nous de modeler le monde de demain. C'est à nous, en créant de nouveaux outils, quand on travaille dans l'informatique, des outils libres, des outils décentralisés, des outils résistants à la censure et des outils résistants à la surveillance. Mais quand on travaille en dehors de l'informatique, c'est aussi simplement ne serait-ce que faire passer le message. Faire passer le message qu'il existe des alternatives à Facebook, à Google, à avoir un iPhone, pour permettre, Internet donc n'est que l'outil sous-jacent et les technologies qu'on emploie ne sont que des outils qui permettent peut-être éventuellement de se libérer des oppressions auxquelles nous faisons face au quotidien. Et donc c'est très important, l'éducation populaire, le fait de venir par exemple ici et d'en discuter tous ensemble autour de table en s'expliquant comment chiffrer nos mails, en s'expliquant comment faire en sorte que notre fournisseur d'accès à Internet et notre gouvernement n'aient pas accès à notre historique qu'on a consulté sur le web. Tout ça, c'est très important. L'éducation, c'est vraiment la clé, je pense. Florian, tu voulais ajouter quelque chose? Juste là, en fait, par rapport à la question de base qui était de qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi les hackers peuvent nous aider ou pas, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Internet c'est un outil, on va voir comment on l'utilise, mais si on veut faire la révolution, c'est pas Internet, c'est comment on contrôle l'économie, comment on partage les ressources, et ça c'est des questions vraiment politiques, et je suis pas sûr, et après c'est un débat de parti pirate, mais moi je sais pas forcément comment vous imaginez ce genre de choses, parce qu'on dit on est libre, on est libertaire, comment tu vas concrètement mettre en place un programme politique et plus ou moins redistribuer l'économie, parce qu'au final la révolution c'est quand même toute l'économie et pas forcément qu'Internet. Mais ça c'est encore un débat que je suis en train d'ouvrir et je sens que ça va faire frétiller les gens, mais juste par rapport hackers, nouveaux acteurs politiques, moi je n'attends pas des hackers qui me trouvent des solutions pour faire la révolution ou pour redistribuer le pétrole et pour comprendre comment on va régler le problème en Russie ou en Ukraine. Moi ce que j'attends juste c'est plus dans une optique d'éducation populaire, c'est concrètement, moi je suis face à Facebook, je suis face à un algorithme de Google, est-ce que les hackers peuvent me foutre un coup de pied au cul pour me dire ça serait bien que tu cherches à comprendre comment ça fonctionne derrière parce que dans ton quotidien ça pourra t'aider. Donc au final c'est peut-être plus l'étincelle individuelle à petit niveau de chacun, et c'est de nous pousser à être un peu plus curieux, être un peu subversif dans la façon dont on essaie de déconstruire le système. Moi j'ai jamais ouvert une télécommande de ma télévision, je sais pas comment c'est fait à l'intérieur. C'est quand même dingue, on voit notre ami qui fait la TV Gone, j'ai jamais ouvert la télécommande, c'est quand même fou, ça fait 30 ans que je l'utilise quoi. Et donc s'il peut y avoir des gens qui me disent essaie d'être un peu curieux, ça va te servir au quotidien, ça sera déjà génial quoi. Après la révolution et tout ça c'est un autre débat qu'on peut ouvrir, mais ça me paraît autre chose.
Alors ça, effectivement, le point commun à tous les hackers, c'est qu'enfants, ils ont démonté leurs jouets, que ce soit les radiocassettes ou les dictées magiques. Okin. Sur les façons que propose Internet pour changer, on va faire une petite estimation. À votre avis, il faut combien de personnes pour détourner l'Internet d'un pays? Ceux qui pensent qu'il faut plus de 1000 personnes, vous levez la main. Pour détourner tout l'Internet d'un pays, comme on l'a fait en Syrie. Pour ceux qui pensent qu'il faut plus de 1000 personnes, levez la main. Ok. Ceux qui pensent qu'il faut plus de 100 personnes. Voilà, non. Ok. Bah, en fait... 4 mecs dans un garage, non, c'est ça? Ouais, 4 gus, 4 nanas, 4 personnes. Enfin, on était 2 à moitié bourrés sur Internet à se dire « Hey, mais on peut le faire, faisons-le. » Ça suffit. Et c'est ça qui fait peur au gouvernement, et c'est pour ça qu'ils vont essayer de tous nous caler en tant que terroristes, de nous classer là-dedans. Attends, juste, je vais te couper. La guerre, elle est encore là, et concrètement, tu vois, enfin... Absolument. Et c'est pas pour ça que ça change les choses. Mais Internet permet de nouvelles formes d'organisation décentralisées. C'est-à-dire que sans Internet... C'est ce dont parlait Swear Belhassem dans le reportage. Ben avant, pour se rencontrer, il fallait qu'on ait des codes secrets, des poignées de main secrètes, des checks secrets, des codes secrets cachés dans l'espace public. On connaissait juste 1 ou 2 personnes d'une cellule. Enfin, typiquement, comme s'organisaient les résistants en 39-45. Hein? Non. Ça va venir. C'était des systèmes qui étaient extrêmement compartimentés, segmentés, pyramidaux. Parce que tout était basé sur, si jamais on compromet une personne à la cellule, on compromet tout le réseau, donc il fallait cloisonner le réseau. Et avec Internet, on n'a plus cette problématique de devoir cloisonner des réseaux, de devoir garder l'information fermée le plus possible. On peut avoir des milieux entièrement décentralisés qui n'ont pas réellement de tête, qui sont basés sur du consensus, qui sont efficaces et qui sont basés avec des groupes de petite taille. Avec 5 ou 6 personnes, on peut changer, on peut faire mettre un gros argument avec 5 ou 6 personnes un peu organisées sur Internet. Et ça, c'est assez fantastique. Ça suffit pas à changer le monde. C'est pas ça qui fera que ça change le monde, parce que pour ça, il faut aller dans la rue. Pour ça, il faut aller monter sur les barricades. Frédéric, je te voyais réagir. Je pense que tu vas pas être en radical désaccord avec ce qu'il vient de dire. Surtout pas. Non. Il y a déjà assez de trolls qui vont arriver, donc ça va. On va pas provoquer plus. Non, mais je rebouclerai juste sur un truc, c'est que combattre le fascisme global, c'est aussi combattre le microfascisme, qui est dans chacun de nous. Et ça me semble intéressant, parce que les gens qui combattent le fascisme sont souvent les pires des fachos à titre personnel, dans leurs organisations horizontales et décentralisées. Oui, comme d'habitude. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas pour viser une personne plus qu'une autre, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on est le grand prêtre d'une... secte de la liberté, qu'on n'est pas dans sa pratique quotidienne et dans ses relations avec, je sais pas, les femmes ou autre chose, le pire des fachos. Donc voilà, c'est pas qu'une histoire de technologie, c'est pas qu'une histoire de geek, c'est un peu plus large que ça. Donc pour sauver le monde, cliquez ici, quoi. Voilà, c'est ça. Pour reprendre effectivement le titre d'un livre d'Evgeny Morozov qui vient d'être traduit en français. Alors, il est considéré souvent comme un troll dans les communautés techniques, mais il a une approche assez intéressante. Alors par ailleurs, l'idée c'était pas forcément d'avoir un débat top-down, parce que dans les communautés hackers, on est plutôt bottom-up, comme on dit. Donc je sais pas, on va peut-être laisser la parole aux questions de la salle. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça a l'air... allons-y. Déchaînez-vous. Bonjour. Alors j'ai la question en tête, je vais essayer de mettre les mots... en fait, si je comprends bien, tout réside un peu entre les mains et la tête des gens face à leur ordinateur, face à leur Facebook et leur Google, de s'informer. Mais comment on peut communiquer autour de soi, à part de façon individuelle à ses amis? Est-ce qu'il y a des moyens de transmettre comment on peut vous mettre en lien, vous, avec plus de gens? Comment faire passer l'information de manière plus efficace, plus ouverte? Comment démocratiser ça? Désolé, Amael. Allez, vas-y. Il faut utiliser Facebook, il faut utiliser Twitter, il faut utiliser les réseaux sociaux, parce que c'est là que les gens sont. Et bien sûr qu'il n'y a pas de honte à avoir un compte Facebook quand on fait de la propagande pour les logiciels libres ou pour la démocratie. Et bien sûr que non, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a que des ultras qui pourraient vous faire culpabiliser d'avoir un mail Gmail pour vous abonner à des listes de diffusion de l'EFF ou poster sur Facebook des choses sur Anonymous. Il faudrait vraiment être un radical qui serait contre-productif. C'est le grand public qui doit changer. C'est pas...
Enfin, c'est pas en supprimant Facebook qu'on va changer le monde. En fait, une petite précision, quand on est dans une organisation, ou même soi, nous sommes nous-mêmes une organisation, il y a 2 formes de communication. Il y a la communication vers l'intérieur et la communication vers l'extérieur. La communication extérieure, utilisez le mégaphone que vous avez, hein, s'il y a écrit IBM ou Facebook dessus, utilisez-le du moment qu'il fait du bruit. La communication intérieure, c'est celle-là qui pourra mettre en péril votre organisation. C'est celle-là qui est visée et ciblée par les groupes qui veulent vous empêcher de vous organiser et de faire le monde que vous avez envie de faire. Et c'est pour cette communication interne, pour quand vous vous dites hey, ça serait cool qu'on fasse une action coup de poing ou qu'on aille, tiens par exemple il y a un squat, là il y a un bâtiment qui traîne, ça serait cool qu'on aille l'ouvrir. Si vous discutez de ça sur Facebook, non, surtout ne le faites pas, parce que là les CRS arrivent avant vous, hein, ils sont pas forcément super intelligents, mais il y a des limites quand même. Il faut bien, et c'est ça qu'il faut faire en fait, et c'est ça que permet de faire Internet, c'est de séparer, de cloisonner l'information entre les différentes organisations auxquelles vous appartenez, parce qu'après tout, on n'est pas forcément que sur un seul combat, on peut être sur le combat des droits des femmes, et sur le combat contre le racisme, et sur la lutte contre l'antifascisme, et travailler un peu sur la convergence des luttes, et tout ce genre de choses-là. Ouais, le combat contre le fascisme, contre l'antifascisme, mais bon. On peut faire partie de plusieurs groupes, avoir plusieurs identités, utiliser plusieurs outils différents pour communiquer de manière sécurisée, parce que c'est cette communication interne qui nous mettra en danger. Et à côté de ça, avoir un compte antifascisme underscore FR sur Twitter ou sur Facebook et poster du contenu pour aller essayer de cibler, toucher, recruter des gens, faire porter votre message. Enfin, c'est toujours pareil, c'est celui qui est sur la barricade qui a le plus gros mégaphone qui gagne. Hein. Non, puis c'est aussi une question de... Finalement, il n'y a en général pas de problème à utiliser un outil, quel qu'il soit, à partir du moment où on est conscient de ce qu'on y laisse. Et éventuellement des risques qu'on prend ou pas. Pour citer un exemple, et probablement que Hawkins, ça va le faire un peu tilter, mais pour certains défenseurs des droits de l'homme dans des pays vraiment pas sympas, il peut être plus intéressant d'avoir un mail qui va se noyer dans la masse ou de laisser des données sur un serveur localisé aux États-Unis que d'ouvrir un nom de domaine à son nom et d'avoir un fournisseur d'accès national dont on sait qu'il va être complètement ouvert à des services de renseignement nationaux. Donc la question, c'est plutôt de savoir dans quel contexte on agit et effectivement d'adapter complètement sa réponse à ce contexte et à ses besoins. Et les réponses peuvent être très différentes d'un pays à l'autre ou d'une personne à l'autre. Après, pour répondre à votre question, comment faire passer l'information, moi j'ai quand même remarqué, et ça a été d'ailleurs une très bonne surprise, que les communautés, les groupes activistes avec un H, sont assez peu conformes à la réputation qu'on leur prête, souvent. C'est-à-dire que ce sont des groupes généralement très ouverts, dans lesquels les gens sont justement plutôt contents de communiquer et d'expliquer des choses. Et c'est jamais très compliqué de trouver une personne ressource dans son entourage. Et effectivement, l'information, je dirais qu'elle fonctionne par dissémination finalement, et par capillarité, je pense. Chemal ? Oui, voilà, en fait, je voulais juste préciser qu'il s'agit juste de connaître bien les outils qu'on utilise et de les utiliser responsablement. Parce qu'il n'y a aucun outil qui soit vraiment 100% sécurisé. Des informations peuvent toujours fuiter et ça peut toujours mettre des gens en danger. La question, c'est juste de trouver un équilibre entre les besoins qu'on a, que ce soit en termes de communication publique ou interne, et les risques qu'on prend. Oui, alors noyer les messages dans la masse, ça marche plus très bien depuis qu'on espionne l'intégralité du trafic qui circule sur certains nœuds du réseau. Si tu cryptes tout, tu te fais plus repérer que si tu te noies dans la masse. Voilà, mais sauf qu'à l'époque où l'intégralité des messages publiés sur les plus gros réseaux sociaux et beaucoup des fournisseurs de mails sont enregistrés et processés par des ordinateurs, se noyer dans la masse, ça n'est plus possible. On est loin derrière ça. Dans le film Amael, tu nous rappelles la fameuse phrase qu'on entend souvent, c'est « j'ai rien à cacher », et tu dis toi-même qu'on a toutes les choses à cacher. Et du coup, le fait de savoir qu'on est en permanence plus ou moins du coup espionné, savoir que quand toutes tes données géolocalisées, tes données de santé, tes données financières, tout est potentiellement regardable et espionnable, ça pose un problème de contrôle. En lisant un petit peu, moi je me rappelle avoir vu vaguement Deleuze et Foucault qui disaient qu'on passe d'une société de contrôle à une société de surveillance et qu'on n'a plus besoin d'enfermer les gens, il suffit juste de les surveiller pour les contrôler. Et donc, pragmatiquement, je suis d'accord, ouais, on peut communiquer sur Facebook, j'ai un Facebook, on a des Twitter, on fait nos vidéos sur Google, et c'est pratique, et c'est vrai que c'est vraiment bien. Mais ça pose quand même une question de fond on est en train de, petit à petit, se laisser surveiller. Et je suis pas en train d'affirmer quelque chose, mais c'est juste qu'au final, jusqu'à quel point on va accepter de se laisser surveiller pour du confort, parce qu'on va sur Google ou Facebook, parce que c'est plus facile,
et parce que il n'y a personne qui a trouvé un outil qui est plus simple à utiliser, ou en tout cas, ou un outil où on peut retrouver ses amis, quoi. Donc on l'utilise parce que... Mais c'est Donc, bien, ce que je veux dire, c'est pour qu'au ça final, que je disais qu'il fallait être parfaitement conscient de ce qu'on y laissait. Oui, Par mais exemple, on peut très bien avoir un profil Facebook sur lequel on ne publie que des informations qui ont vocation à être publiques. C'est Jérémy Zimmerman de la Quadrature du Net donne un exemple qui est, à mon avis, assez parlant et très efficace. Il dit, à chaque fois que vous publiez quelque chose sur Facebook, demandez-vous, est-ce que vous seriez prêt à assumer que ça soit visible en 4x3 dans Paris ? Mais d'un point de vue individuel, évidemment, mais d'un point de vue collectif, au final, on perd petit à petit nos libertés. On accepte de plus en plus de caméras, on accepte des algorithmes qui nous filtrent de plus en plus, et au final, évidemment, d'un point de vue pragmatique et individuel, on va se dire, on peut le faire, il faut faire attention, il faut avoir du recul, mais d'un point de vue collectif, petit à petit, on se laisse de plus en plus enfermer. Et donc, au final, le choix, c'est est-ce qu'on veut garder notre liberté et ça a des contraintes, est-ce qu'on veut tirer vers là, et du coup, il ne faut pas aller sur Google, et franchement, c'est chiant. Et où est-ce qu'on veut être un peu plus rigide, et du coup, voilà. Et donc, c'est une question, j'ai pas de... C'est bien pour ça que ça n'est pas une question purement individuelle. Où est passé le micro? Il y a une question avec la dame là-bas. Il y a effectivement des réponses individuelles, mais c'est aussi des questions collectives et qui doivent être discutées collectivement et politiquement. Et y compris aujourd'hui, par exemple, nos relations avec Google ou avec Facebook sont régies par le contrat. On signe des conditions d'utilisation qu'en général on ne lit pas parce qu'elles font des kilomètres et qu'elles sont imbitables. Il n'est pas impensable d'imaginer que nos relations avec Facebook ou avec Google soient régies par des textes internationaux qui soient beaucoup plus contraignants. Et ça, c'est des questions de rapport de force politique. Et ça ne se règle pas d'utilisateur à grosse entreprise. Il y a une question là. Moi, j'y connais rien, j'apprends beaucoup de choses, donc merci pour tout ce partage de savoir, c'est important. Alors, bon, j'ai plusieurs petites questions en fait. Bon, je voulais savoir déjà, bon, il y a quand même quelque chose au niveau de la tribune d'un peu manichéen, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, on est hacker, on est forcément militant du côté des forces progressistes. Sauf que on peut être hacker et être un militant ultranationaliste, militant pour des forces conservatrices, racistes, sexistes, etc., etc. Et notamment militer pour des États-nations. On a eu l'exemple de Ulcan dernièrement qui a fait une sortie en faveur du pouvoir sioniste. Voilà. Et donc ma question c'est, en l'état actuel des choses, est-ce qu'on a une idée des rapports de force qui existent entre hackers d'extrême gauche et hackers d'extrême droite, de ce qui se fait, enfin voilà, de ces rapports de force-là. Si demain, parce que c'est vrai qu'actuellement les sociétés occidentales s'enlisent de plus en plus dans les nationalismes, si demain on a un pouvoir nationaliste avec un État extrêmement fort qui réduit les libertés fondamentales, comment est-ce que vous allez vous organiser ? Et enfin, bon, moi, comme je vous ai dit, j'y connais rien. Pourtant, je suis militant politique et associatif. Je ne sais pas chiffrer mes mails. Je suis aussi militant des droits de l'homme, mais ce qu'il y a, c'est que mes mails sont consultables par n'importe qui. J'ai l'impression de me promener à poil quand je vais sur Internet. Comment faire aujourd'hui pour entrer en contact avec des groupes locaux et m'auto-former sur l'utilisation d'Internet et me sécuriser par rapport à cet outil-là? Alors premièrement, il y a des militants de gauche et des militants de droite, il y a des fascistes, il y a des antifascistes, ça n'a jamais changé. Le hacker étant un militant, quelqu'un qui est motivé politiquement, quelles que soient ses idées. Ensuite, sur la façon de s'organiser, comment est-ce qu'on s'organise? On s'organise comme on a envie, comme on peut, comme on veut, voilà. Il y a plein de mouvements très différents. Quand on regarde Anonymous, la Télécomics, ou même la Syrian Electronic Army, ou les forces de défense israéliennes, ou tous ces groupes-là, ou même le gouvernement russe qui utilise des groupes nationalistes pour défendre ses intérêts en Ukraine ou en Estonie ou autre, c'est tous des groupes qui ont des structures sociales différentes, donc des expérimentations sociales différentes. Il y en a qui fonctionnent comme des armées avec des crânes, des ordres qui viennent d'en haut, qui vont en bas. Il y en a qui n'ont juste pas de structure ou qui obéissent aux ordres d'un robot de discussion décentralisé, codé, on ne sait pas trop comment sur Internet. Toute ressemblance avec des groupes existants auxquels j'ai participé sera totalement fortuite. Et ensuite, comment est-ce qu'on accède à ça? En fait, en utilisant ce formidable outil qui est Internet. Bêtement. Quand vous cherchez sur des outils de cryptographie, vous tomberez sur des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tutoriaux pour vous expliquer comment ça marche. On a un groupe sur Paris qui s'appelle chiffreaufait.fr, on va dire un petit peu de pub, qui fait des ateliers un peu dans ce... Enfin,
pas tout à fait un genre de ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, mais on essaie de faire vraiment de la pratique en petits groupes de 10-15, de manière régulière, soit avec Simplon, soit avec d'autres groupes un peu partout. Voilà, et puis après, si c'est des outils libres, ben, ils sont documentés, donc rien ne vous empêche de faire un week-end avec votre groupe militant et essayer de faire, ok, on va essayer de comprendre comment ça marche. De le prendre, de se poser, de voir, ok, comment ça marche, est-ce que ça en a réussi, est-ce que ça en a pas réussi. Voilà. Internet ne résoudra pas vos problèmes. Non, il vous permet de commencer sa démarche pour résoudre vos problèmes. Je crois qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide, y compris en interpellant des gens, notamment sur Twitter, parce qu'il y a quand même un paquet, et qui sont relativement faciles à trouver, parce que souvent, et je pense que c'était une des raisons d'être d'ailleurs de la création de Simplon, il y a une espèce de complexe d'infériorité d'énormément de gens dès qu'on parle de technologie. Ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver, que c'est trop compliqué, que c'est pas fait pour eux, que c'est un peu magique, qu'on ne sait pas bien ce qui se passe dans la machine, etc. Et du coup, ils ne vont pas poser de questions et ils ne vont pas oser aller demander de l'aide. Et c'est extrêmement dommage parce qu'on se rend compte que quand on demande de l'aide, en général, on trouve du répondant. Mais en même temps, c'est normal. Ça fait des dizaines d'années qu'on nous vend l'informatique comme étant une espèce de magie qui est possédée par quelques experts techniques qui vont faire des hautes études, d'école d'ingénieurs, de DUT, etc., ou la fac, alors qu'en fait, c'est des outils qui pourraient être appropriés par absolument tous. L'éducation à l'informatique, ça devrait être fait dès l'école primaire, l'éducation à l'algorithmique, c'est-à-dire la science de résolution des problèmes, pour pouvoir aborder peut-être les problèmes qu'on rencontre au quotidien, que ce soit dans le milieu du militantisme ou pas, sous un autre angle. Tout ça, c'est des questions extrêmement politiques, justement. Et là-dessus, le Parti Pirate propose tout un programme sur l'éducation, sur comment réformer l'éducation pour arriver à un système éducatif du 3e millénaire qui permette à tous les citoyens, puisque l'informatique régit quasiment tous les appareils qui nous entourent au quotidien, ça régit de l'alimentation de nos supermarchés à nos comptes en banque, en passant par nos mails et nos communications privées. L'informatique est partout autour de nous. Et donc c'est vraiment pour ça qu'il est très important de la remettre au cœur des mains de tous et toutes, et pas seulement quelques experts techniques. Là, je souscris à 100%. On va rester dans Foucault. Savoir se servir d'un ordinateur, c'est un savoir, donc c'est un pouvoir. Et face au pouvoir, il n'y a que deux solutions. Soit on le partage, soit on se l'attribue et on a un fonctionnement aristocratique par rapport au pouvoir. Donc toutes les initiatives qui démocratisent l'usage de l'informatique, et elles sont nombreuses, elles sont intéressantes. En revanche, quand c'est la mode de faire du code à l'école et que c'est les informaticiens qui essayent de privatiser cette transmission-là, nous, à Saint-Pons, on a un problème. Il n'y a pas que les profs de maths qui peuvent enseigner l'informatique, il n'y a pas que les informaticiens. C'est une langue, ça peut être un prof de français, ça peut être un institut à la retraite, ça peut être un bénévole, ça peut être un hawking. Voilà, donc restons ouverts, même quand il s'agit d'informatique, et démocratisons, quoi, ça serait pas mal. Ah oui, le micro continue à circuler, ouais. Ma question s'adresse indifféremment à l'un de vous cinq. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la directive Google. Est-ce que c'était une avancée ou de la poudre aux yeux ? La directive Google, qui en gros, c'est Google qui essaie de faire ses propres lois sur Internet pour essayer de couper l'herbe sous le pied à l'Europe. C'est l'éternel problème de « Hey, et si on demandait à des entreprises de défendre nos droits fondamentaux ?» Voilà. C'est le gros problème qu'il y a sur le combat avec la neutralité du net. On dit « Non, mais Google va nous aider à défendre la neutralité du net. » La neutralité du net, c'est un principe très simple. C'est qu'en gros, toutes les données circulent de la même façon, quelle que soit leur origine, leur destination, leur contenu. C'est-à-dire que tout ce qui va être bridé YouTube parce qu'on s'appelle free, qu'on a envie de faire chez Google, c'est une violation de la neutralité du net. Tout ce qui va être fournir un faux accès à Internet sur votre téléphone 3G parce qu'on n'a pas envie que vous ayez, qu'il va falloir que vous payiez, raquer, puis qu'on va vous faire un YouTube gratuit sur votre téléphone, mais que les autres sites, il faudra aller voir dessus. C'est une violation de la neutralité du net. Et la neutralité du net, c'est le prérequis nécessaire à valider un des droits fondamentaux des droits humains, qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été ratifiée par l'ONU en 1949, et qui est l'article 19 sur la liberté d'accès à l'information. Voilà. Et qui est aussi la liberté d'expression, etc., qui passe notamment par l'accès à l'information. Et si on doit dépendre, et si on se dit que nous autres citoyens, nous devons dépendre, nous axons notre défense de ces droits par des groupes privés, des multinationales, des groupes transnationaux, tels que Google, Facebook ou autres, en se disant « Oui, mais eux, ils vont défendre la neutralité du net beaucoup plus efficacement que nous », ça veut dire qu'on commence à dire « Hey, il y a des droits fondamentaux qui dépendent du bon vouloir d'entreprise. » Dans les droits fondamentaux, il y a le droit à la vie. Enfin, il y a le droit à l'accès à l'eau, à l'air, à un endroit pour se reposer, à un abri et ce genre de choses-là. C'est déjà pas mal menacé, c'était pas la peine non plus de leur donner du pouvoir. Donc moi, non, j'aime pas du tout le principe de directive Google, où c'est Google qui va commencer à faire ses propres lois. Il y a des instances internationales, elles sont peut-être pas forcément super efficaces, elles sont super lourdes administrativement, elles sont
pas du tout faite pour que le pouvoir démocratique s'exerce correctement, mais pour que ce soit un pouvoir bureaucratique et technocratique qui fonctionne. Mais on a des points d'entrée, on peut harceler nos parlementaires européens, on peut les appeler tous les jours jusqu'à ce qu'ils nous donnent une réponse, on peut leur demander, leur exiger qu'ils nous représentent, parce que c'est pour ça qu'ils sont là, aussi bien au niveau européen, c'est important de voir au niveau européen, parce que les directives qui sont votées en Europe maintenant seront nécessairement et forcément transcrites dans le droit français en 3 ans. Se battre sur le droit français, c'est bien, c'est important, mais il faut aussi anticiper les coûts et venir voir sur le droit européen, parce que la Hadopi, par exemple, n'est que la transmission de l'EUCD, qui était une directive européenne, et que la France, membre de l'État européen, a été obligée de transposer dans son droit. Ils l'ont fait n'importe comment, je vous l'accorde, il y avait des façons bien plus intéressantes de le faire, mais ils ont été obligés de le faire. Et il faut reprendre ce contrôle, il ne faut pas se dire « Ah, mais Google ont des intérêts financiers », parce que c'est ça, Google a des intérêts financiers à avoir la neutralité du net, parce que Google, qui possède YouTube, est emmerdé quand Xavier Niel, avec Free, fait « Non, on va vous brider parce qu'on a envie que vous nous donniez plus de thunes ». Et c'est ça qui est extrêmement important. Nos droits fondamentaux ne doivent pas dépendre d'autre chose que nous. Nous, en tant que groupe social. Oui, mais là, ça consacre le droit à l'oubli. Alors, le droit à l'oubli, c'est encore une autre problématique. Bah, c'est ça la directive Google. Hein. La politique de droit à l'oubli, en fait, on confond données publiques et données visibles publiquement et accessibles instantanément pour le public. Il y a énormément de données publiques qui traînent sur moi. Je veux dire, mon âge de naissance, mon nom, mon prénom, vous trouverez ça, on cherche un petit peu. C'est pas pour ça que c'est à la une des journaux. Et c'est important pour la vie politique et citoyenne d'avoir accès à qui a dit quoi, quand et à tel moment. Ne serait-ce que pour savoir, il y a 25 ans, cette personne-là tenait des propos fascistes. Alors peut-être qu'elle a changé. Et je dis pas que c'est impossible qu'elle ait changé, mais il est important de savoir qu'elle ait tenu ces propos-là, notamment dans l'espace public. Et ceux qui demandent le droit à l'oubli sont toujours, essentiellement, majoritairement parlant, des politiciens ou des politiciennes qui veulent oublier, qui veulent faire oublier des choses qui ont fait avant, genre « Ah oui, bah, j'étais employé auparavant », parce que typiquement sur le truc, c'est... la directive Google, c'est « Ah, mais cette donnée me représente plus que je suis actuellement. » Ben oui, mais avant, tu étais présidente de France Télécom, et maintenant, tu es directrice de l'autorité de régulation des télécoms. Il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt. Pas du tout. Non, c'est pas vrai. Ouais, bah, dans l'exemple que vous avez pris tout à l'heure sur une personne malade, par exemple. Mais sur la personne malade, la problématique, elle est au niveau de l'algorithme de Google. La problématique, elle est que c'est cette personne-là qui va être ciblée spécifiquement. Enfin, cette tranche de personnes-là, par exemple, prenons le cas par exemple des personnes qui sont atteintes du HIV, qui vont s'enseigner sur les effets des polythérapies, ce genre de choses-là en ligne. Dans Google, elles vont développer ensemble un groupe de « Hey, ce sont des gens qui sont enseignés sur tel traitement, sur tel symptôme ». Et ils vont devenir un groupe ciblable, commercialement, etc. C'est pas forcément pour ça que Google sait que c'est vous exactement avec votre nom et mon prénom. Ils peuvent le faire en recoupant des fichiers. Ça demande de l'argent, donc ça demande une motivation derrière. Mais il est important aussi de savoir que, hey, quand des gens commencent à chercher ces trucs-là, leur fournir une information pertinente et relevante et qui pourrait les aider à régler ces problèmes-là est important. J'ai besoin que moi, quand je tape Java sur un moteur de recherche, il ne me propose pas d'aller me balader en tourisme dans l'île de Java, ni d'aller apprendre à danser la Java, mais qu'il m'apprenne le langage de programmation Java. Bon, enfin, je peux vouloir aller à Java aussi, mais pour danser à Java en codant du Java. Mais la problématique est là, on a besoin de cette personnalisation des requêtes et de l'Internet, parce que c'est ça qui est important. Mais on n'a pas besoin que ce soit mis chez des serveurs comme Google et autres. Et je reste persuadé que le droit à l'oubli, c'est pas le droit à l'oubli, c'est... Il faut oublier le côté vie privée, vie publique, on-off, bouton binaire. Il y a des données, et il y a des données sur lesquelles on va braquer de la lumière, et des données qu'on va laisser dans l'ombre. Et c'est quel degré d'obscurité on veut avoir sur ces données-là qui est important de contrôler. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on confond dans cette histoire le contrôle que doit avoir l'utilisateur de ses données personnelles. Par exemple, j'ai un compte Facebook, je décide de le supprimer. Il est logique que toutes mes données disparaissent de Facebook et que Facebook les passe par pertes et profits. Or, on sait que ça n'est pas ce qui se passe, puisque les quelques cas de gens qui, plusieurs mois après avoir supprimé leur compte, ont demandé à Facebook qu'est-ce que vous avez en votre possession, ils ont découvert qu'en fait, rien n'avait été supprimé. Donc effectivement, là, on est dans un problème qui est un problème de contrôle de ce qu'on laisse sciemment sur le réseau. Le problème du droit à l'oubli, c'est que ça ouvre une véritable boîte de Pandore en ce qui concerne la liberté de la presse. C'est-à-dire que tel homme politique qui va considérer que tel journal a porté atteinte à sa vie privée, alors que, en l'occurrence, la frontière entre vie privée et vie publique peut être, dans le champ politique, quelque chose d'assez compliqué, pourrait obtenir gain de cause et voir tous les articles supprimés et déréférencés. Il ne faudrait pas que le droit à l'oubli devienne un droit à la révision de l'histoire, quand même. Et le risque, c'est celui-là. Enfin, pour le coup, moi, je ne suis pas une spécialiste de tout ça, mais je renverrai à ce qu'a pu publier Reporters sans frontières sur le sujet, qui est assez
argumentée et qui me semble une position assez intéressante. Oui. Une dernière question ? Oui. Moi j'ai une question qui s'adresse un peu à tout le monde. On a parlé donc du fait qu'on était un peu espionné de manière assez large. Ça ne nous touche pas forcément, mais on commence à voir de plus en plus, y compris en France, dans les sociétés occidentales, des applications concrètes d'espionnage de surveillance. Par exemple, là, il y a 2 jours, je crois que Pôle emploi a annoncé qu'ils allaient commencer à traquer les fraudeurs et notamment à surveiller les données de géolocalisation, c'est-à-dire même pas écouter les connexions, mais voir d'où les gens téléphonent pour vérifier s'ils sont bien chez eux et qu'ils ne s'absentent pas. Donc ça, c'est vraiment mis en place en ce moment. Et on peut anticiper dans un futur relativement proche une évolution assez dramatique pour nous, avec la mise en place récemment Apple qui a annoncé mettre en place un système de centralisation des données de santé dans l'iPhone. Si vous allez faire votre jogging, si vous avez votre pouls qui accélère, tout ça sera centralisé, stocké dans des serveurs. Et on peut s'imaginer que ces données soient un jour vendues ou en tout cas fuites avec des sociétés peut-être d'assurance ou de l'assurance maladie qui voudraient un jour vérifier qu'on a bien été respectueux, on a fait des choses qui n'ont pas risqué de nous rendre malades. C'est 2 questions complètement différentes à mon sens, parce que dans le premier cas, Pôle emploi, franchement ça vaudrait le coup d'être vérifié parce que ça me semble complètement contradictoire avec tout le cadre législatif actuel. Et justement, donc ma question, c'est qu'on est censé avoir une déclaration des droits de l'homme qui protège notre vie privée, on est censé avoir des lois qui sont censées protéger notre vie privée, et en pratique, on se rend compte qu'elle est de plus en plus atteinte, y compris dans des sociétés occidentales, et moi j'ai l'impression qu'on est un peu démunis. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que notre vie privée est bien protégée, et si ça n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut faire pour rétablir une véritable protection de la vie privée et un équilibre entre toutes ces Alors déjà, première chose, on n'empêchera jamais un utilisateur d'un iPhone de rentrer le battement de son cœur ou le nombre de pas qu'il fait pendant son jogging, parce qu'il le fait de manière parfaitement volontaire. Ça, c'est ce qu'on appelle... Il y a un nom pour ça, hein, les gens qui ont des tas d'appareils, effectivement, pour contrôler leur santé et qui donnent leurs données à un appareil. À partir du moment où ils le font de manière volontaire, par ailleurs, il n'y a aucune raison de les en empêcher. Effectivement, la question, c'est quelles sont les conditions d'utilisation de ces données et qu'est-ce qu'Apple en fait, qui est un autre problème. Et là-dessus, il faut qu'il y ait un contrôle. Sur Pôle emploi, très honnêtement, je ne sais pas si aucun d'entre vous en a entendu parler. Moi, ça me paraît aberrant. Et limite, ça me paraît assez peu crédible, parce que si ce genre de choses était mis en place, à mon avis, je n'encense absolument pas le système légal français qui est plein de problèmes, et il y a suffisamment de projets de loi qui posent question en termes de respect des libertés fondamentales sur Internet et ailleurs, mais je pense qu'on a contre ce genre de choses à l'heure actuelle suffisamment de garde-fous, en tout cas j'ose l'espérer. La géolocalisation de votre téléphone par Pôle emploi ? La technologie, elle est duale, c'est comme disait Hawking, on peut s'en servir pour faire des choses innommables et puis on peut aussi s'en servir pour faire des choses bien. Donc voilà, c'est pas en soi... ouais, mais renforcer le contrôle sur les chômeurs... ouais. Et après, je crois pas qu'il faille qu'on attende que quelqu'un défende la Constitution ou applique les lois. En fait, c'est chacun... si on arrive à trouver, grâce aux hackers ou grâce à l'acquisition de compétences qu'on a été tracé par Pôle emploi quand on était à l'étranger, bah, il faut le publier, il faut le faire savoir, et c'est comme ça qu'on fait respecter ses droits, quoi. Alors, effectivement, il y a un papier sur le site du Figaro disant qu'il y a un dispositif qui est en test qui pisterait la présence de longue durée à l'étranger des demandeurs d'emploi. Et ben dans ces cas-là, il faut faire des manifs, hein, les gars. Bah, c'est ce qu'on fait justement. Et en même temps, la fraude à l'argent public et aux prestations de santé, je veux dire, c'est pas rien non plus, quoi. Ouais, mais enfin là, pour le coup, c'est une réponse qui semble un peu disproportionnelle. Hein. Non, la fraude aux prestations de santé et autres, c'est 1 milliard et quelques. L'évasion fiscale, c'est 700 milliards. Enfin bref. Mais non, mais alors, il y a ce qui est important sur sur la problématique de la protection de la vie privée, c'est que vous êtes la plus grosse menace sur la vie privée de votre voisin ou de votre voisine. C'est vous. Tout le problème du Celebgate actuellement, et ça le montre, enfin, la société de surveillance, une société de surveillance massive, c'est une société qui est ségrégationniste.
Elle est ségrégationniste parce que la surveillance massive se base sur des événements statistiques. C'est exactement ce qui fait que si la population de prison est constituée à 70% de personnes racisées, c'est que les personnes racisées sont a priori des délinquants et qu'il faut donc les mettre en prison de manière préventive. Et ça, c'est raciste, c'est la ségrégation. On m'a dit l'autre jour qu'on ne vivait pas dans un état raciste. Allez vous balader à Gare du Nord et regardez les contrôles faits aux faciès. La société de surveillance massive est un outil de ségrégation. Et c'est pas parce que, mon Dieu, votre vie privée est en danger. Non, c'est pas ça. C'est parce que, en fait, la vie privée est un luxe actuellement. Et c'est un luxe qui n'est possédé que par une minorité de la population. Les hommes blancs, cisgenres, de 25 à 30 ans et plus sur Internet. Les starlets d'Hollywood n'ont pas droit à la vie privée, n'ont pas droit de partager des photos de leur corps avec des gens de manière privée et sans être mises au banc de la société, sans être traitées de salopes, sans que ça soit exposé partout. Moi, dans le Celebgate, j'ai pas vu de photos de mecs. Il n'y en a pas. Et ça, c'est extrêmement important. La problématique de la vie privée, c'est pas l'État qui va envahir dans votre vie privée. Je veux dire, l'État, le but d'un État, c'est de surveiller, contrôler, agir avec une population. Et le seul moyen qu'on a d'agir avec quelque chose, c'est de le voir et de le percevoir. Et c'est un peu à ça que peut servir la surveillance. C'est important de savoir où habitent les gens, ne serait-ce que pour construire des routes, par exemple. C'est important d'avoir un peu de surveillance, ne serait-ce que pour lutter contre la corruption. Allez parler à anticorps.org des problématiques de transparence qu'ils ont. Il y a des formes de surveillance qui peuvent être bonnes, des formes de surveillance qui peuvent être mauvaises. La société de surveillance massive, où on collectionne des données de tout le monde et qu'on se les garde pour catégoriser entre les bons citoyens et les mauvais citoyens, entre ceux qui ont droit à la vie privée et celles dont on dit que non, finalement, elles n'ont pas droit à la vie privée, c'est des objets, elles sont juste là pour assouvir nos besoins et nos envies. C'est pas un problème d'État, ça. Le Celebgate, c'est pas la NSA qui a publié ça en ligne. C'est un individu motivé qui a pris le temps nécessaire et suffisant pour ramasser toutes les photos, qui a fait du chantage avec et qui les a publiées en ligne. C'est pas quelqu'un qui a forcément d'énormes compétences techniques. Enfin, je veux dire, dans la salle ici, vous êtes la plus bête que la moyenne. Allez, une petite semaine d'entraînement et vous avez les mêmes compétences techniques que la personne qui a réussi à faire ça. Sérieusement, c'est pas compliqué, hein. C'est juste du temps, méthodique. Et c'est vraiment, la problématique de la vie privée, elle est là. Le plus gros danger contre ma vie privée, c'est pas l'État, c'est pas Facebook, c'est pas Google, c'est vous. Parce que vous allez vouloir savoir ce que moi je fais. C'est mes voisins qui vont regarder par la fenêtre pour voir ce que je fais dans ma chambre. Et c'est pour ça qu'on met des rideaux aux fenêtres, au moins en France, c'est pas le cas partout. Mais ça, pour le coup, il n'y a pas forcément de réponse politique à ça. Ben si, il y a une réponse politique, puisque la réponse politique, elle est sociale. C'est, ok, respectons la vie privée des autres, et respectons leur vie privée, comme ça ils respecteront peut-être la nôtre. C'est pas en disant, ah oui, je vais absolument essayer d'aller voir ces photos. C'est pas en faisant, je vais essayer de savoir ce que pense mon voisin ou autre, ou rechercher qui est mon voisin pour savoir c'est qui sur Internet. Je peux juste aller lui demander, bonjour, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quoi. Il faut respecter la vie privée des autres, il faut s'appliquer à soi ce qu'on veut que les autres nous appliquent. C'est con, on dit comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu de vue sur Internet. Ça, c'était pour la note bisounours, Schmal. Pour la note un peu moins bisounours, justement, je pense qu'on est tous responsables de certaines formes d'atteinte à la vie privée. Quand on voit Facebook et compagnie qui permettent de taguer des gens sur des photos ou de les inclure dans des événements ou ne serait-ce que de parler d'eux en les mentionnant sans qu'ils aient approuvé le message et sans qu'ils en soient forcément au courant. Moi je sais par exemple qu'il y a des amis à moi, je ne sais pas pour le coup si je peux vraiment parler d'amis, qui mettent régulièrement mon nom sur Facebook, me taguent sur des photos sur Facebook alors que je leur demande explicitement de ne pas le faire. Ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est que quand vous envoyez un mail non chiffré à quelqu'un, non seulement les gens qui lisent le mail savent que vous avez envoyé un mail qui contient ce message, mais en plus ils savent que la personne en face l'a reçu et potentiellement lu. Donc c'est pas seulement vous et votre vie privée que vous sacrifiez au quotidien en utilisant des services privateurs et des services qui espionnent et récupèrent vos données personnelles. C'est aussi la vie privée de ceux avec qui vous communiquez, de vos proches et au final de tout le monde. Mais encore une fois, là, on est sur un point de vue individuel, mais après, ce qui compte, c'est un point de vue politique, c'est comment on peut jouer le rapport de force. Toi qui parlais de ça tout à l'heure, tu m'as répondu là-dessus. Comment on peut demander à Google ou à Facebook d'avoir une sorte, pas de contrôle démocratique, mais de prendre plus en compte nos demandes, nos attentes, parce qu'au final, nos attentes, elles sont assez simples. On veut plus de vie privée, on veut moins de business avec nos données, et on veut quand même pouvoir utiliser un système, des outils qui sont intéressants. Et donc il y a quand même un rapport de force politique, plus qu'une hygiène de vie personnelle, quoi. Évidemment, il faut être poli, il faut être bien élevé. Mais à un moment, il faut parler de politique et de comment on gère les choses. Pour le coup, ça relève précisément du politique, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs structures. On connaît la Quadrature en France, mais il y en a d'autres. Il y a la Free Software Foundation Europe, qui est basée en Allemagne, mais qui intervient au niveau européen. Il y a des structures qui, effectivement,
effectivement prennent leur bâton de pèlerin et vont voir les législateurs au niveau national ou au niveau européen ou effectivement à un moment donné au niveau international. Et c'est à ce niveau-là que ça se joue. Oui, effectivement, il y a toujours un moment où la politique reprend ses droits. Et où, face aux géants de la Silicon Valley, il faut des cadres qui soient des cadres collectifs, donc des cadres discutés au niveau institutionnel, même si c'est pas forcément toujours plaisant et même si c'est pas forcément toujours simple. Et les divers élus, par exemple, du Parti Pirate dans les parlements régionaux en Allemagne qui se confrontent très directement à ce genre de choses en ont fait l'expérience. Ça n'est pas simple, c'est usant, c'est extrêmement chronophage, mais c'est absolument nécessaire. Du coup, soyons polis sur Facebook, mais allons voir la quadrature, allons voir nos députés et faisons de la politique aussi. Oui, appelons nos députés, oui. Ouais, j'aimerais juste vous dire aussi, salut, je m'appelle Axel, j'organise des cafés privés avec Maël et Okin. C'est là. Ouais, n'oubliez pas le levier économique aussi. Enfin, à un moment, quand tes utilisateurs ils se barrent parce qu'ils trouvent un service qui les intéresse plus ailleurs, ton service il change. Et le jour où Twitter il voit que plein de gens s'en vont parce qu'il n'y a pas assez de mécanismes de vie privée, bah ils mettent des mécanismes de vie privée. Et la demande et l'offre, ça marche pas mal sur Internet aussi, quoi. Typiquement, vas-y, non. Typiquement, il y a Yahoo, qui est un gros fournisseur de mails aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, Google n'est pas aussi puissant qu'en Europe, ils ne sont pas aussi monopolistiques. Et Google qui met en place ce qu'on appelle du chiffrement end-to-end, donc depuis votre laptop jusqu'au contenu de leur serveur pour qu'eux ne puissent pas lire vos mails. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que ils sont passés pour les méchants avec l'affaire Prism, avec ce qu'a liqué Snowden, etc. Donc j'encourage tous les gens qui sont dans des organisations gouvernementales ou non gouvernementales ou corporatistes à agir avec courage et à essayer de contacter des journalistes, des militants, des gens comme la Quadrature et autres, et à discuter avec eux, à échanger, à faire fuiter des données, à exposer les problèmes que vous rencontrez dans la société. S'il y en a parmi vous qui travaillent en tant que fonctionnaire ou en tant qu'employé de grands groupes monopolistiques et que vous voyez des choses qui vous déplaisent, il y a des moyens pour protéger votre identité, pour protéger votre vie privée et pour vous maintenir en sécurité, de faire fuiter des documents et de les faire parvenir à des groupes. Vous voyez, contacter Mediapart par exemple, hein, ils sont assez forts là-dessus. Il y a aussi un guide du lanceur d'alerte qui a été édité récemment par Transparency International, dont je suis administrateur. Et c'est un guide qui est très très bien fait. C'est pas un guide pour geek, c'est un guide juridique. Et c'est un guide de pourquoi est-ce que lanceur d'alerte, c'est pas je balance et je suis un délateur. Ce qui est très important aussi. Donc il y a des moyens techniques, il y a des moyens juridiques, il y a une éthique aussi du lanceur d'alerte. Et donc tout ça c'est disponible en ligne. Malheureusement ce sera sur un PDF. Mais, il y a des choses sur la protection. On a une législation, on n'a pas la pire d'Europe. Sur le site de Transparency, il y a aussi une comparaison internationale des différents systèmes légaux de protection des lanceurs d'alerte. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas les pires. Mais il y a toujours mieux. Et ils œuvrent quotidiennement pour la faire évoluer. Ouais, du coup, en fait, ce dont je voulais parler, je voulais faire un petit point sur les trucs juridiques qui sont en cours à l'heure actuelle. Tout à l'heure, quelqu'un s'intéressait et s'inquiétait des données privées. Il n'y a pas très longtemps, au Parlement européen, il y avait une énorme campagne de lobbying qui a eu lieu pour complètement déréglementer le marché des données privées au niveau européen, pour qu'elles puissent naviguer entre les pays, être vendues, être revendues à des gens que vous ne connaissez pas, pour que la notion même de données privées soit complètement diluée, pour plein de choses assez sales à ce niveau-là. C'est une campagne, je crois qu'elle est un petit peu interrompue en ce moment au niveau européen, mais de personnes qui sont dans le milieu européen bruxellois disaient que c'était la campagne la plus incroyable qu'ils aient jamais vue en termes de lobbying de la part des entreprises. Donc il y a un énorme marché, on parlait tout à l'heure de 1000 milliards de dollars de valeur en 2020. Si vous pensez encore que les données privées ça vaut pas grand-chose, votre compte Google vous le payez en moyenne 300 $ par an en valeur en données privées. C'était une estimation qu'on avait vue. Donc ça commence à faire des sous et un domaine à 10 € par mois, à 10 € par an, c'est pas si cher que ça. Donc il y a ce truc-là. Au niveau européen, directive sur les données privées. Sur le site de la Quadrature du Net, il y a plus d'informations parce qu'ils ont beaucoup suivi le dossier au niveau européen. Et un autre truc qui pointe son nez, qui est bien franco-français, bien de chez nous, c'est le projet de loi contre le terrorisme qui est soutenu par Bernard Cazenave, notre nouveau ministre de l'Intérieur, qui va faire des choses charmantes, qui va permettre d'empêcher les gens de quitter leur pays, ce qui est contraire au droit international normalement, parce qu'ils risquent de se radicaliser à l'étranger, et qui va également poursuivre la mise en place de la censure administrative d'Internet. Donc ça veut dire que le ministère de l'Intérieur pourra, sur simple décision administrative, interdire l'accès à un site en France. 1, ça ne marche pas techniquement. 2, ça donne des risques de surblocage énormes, donc de censure d'autres sites qui n'ont rien fait. Et 3, ça nie complètement la question du contradictoire, de l'état de droit, du fait que quand on interdit à des gens de s'exprimer, normalement c'est un juge qui interdit ça. Le fait d'interdire et de bloquer les droits fondamentaux, ça passe par un juge, ça passe pas par une administration. C'est pour ça qu'Adopi s'est fait en partie retoquer.
Donc voilà, 2 projets que je vous encourage à suivre. Le projet de loi contre le terrorisme, il y a une campagne qui est lancée vendredi. Vous devriez le voir sur vos internets préférés. Ça sera sur Twitter, ça sera sur le site de la Quadrature. N'hésitez pas à agir à ce niveau-là. Et dernier petit truc que je voulais rajouter, on a parlé de comment se défendre en faisant les choses par soi-même. Ça, c'est une dimension. On a commencé à parler de comment se défendre en agissant au niveau de la loi et de la politique. Et il y a aussi le fait d'en parler autour de soi. Il y a la dimension, juste la technique individuelle, la technique au sens juridique, la loi c'est du code finalement, et il y a aussi la discussion autour de soi. Et si on a ces 3 axes-là, je pense qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Donc je vous encourage à apprendre par vous-même, à en parler autour de vous et à aussi penser qu'en tant que citoyen, on a un mot à dire. Comme disait Hawking à très très juste titre, vous avez le droit d'appeler les députés européens et de les faire chier. En fait, limite, ça leur fait plaisir. Ils se rappellent qu'ils existent et que les gens ont quelque chose à faire d'eux, en fait. Donc faites-le, ça marche vraiment. On a eu des victoires comme ça et on en aura d'autres, donc continuez. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, il y a les accents dans Café Vie Privée. Vous pourrez en parler avec Monsieur Borsmeyer, je crois, qui est peut-être parti, il était là tout à l'heure. Ah, il est là. Oui, voilà, qui pourra vous expliquer que les accents dans les URL, c'est parfaitement valide. Ouais. Ça prendra un petit peu de temps, mais il sera ravi de vous l'expliquer. Il y avait encore une question? Tout à fait, c'est moi. Rapide? Très rapide. Salut, moi c'est Albert Kader. Je veux poser une question, on reste sur le politique. On a beaucoup parlé d'architecture décentralisée, peer-to-peer. Qu'est-ce que ça promet comme paysage politique? Moi, c'est cette question que je vous pose. Très spécifiquement, c'est quoi? C'est du libertarianisme? C'est de l'anarchie? Exemple précis. Diaspora, réseau social décentralisé, créé en réaction notamment à Facebook, qui a servi récemment de plateforme d'expression pour l'État islamique, parce que c'était pour eux une façon de contourner la censure. Première question. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que tout le monde a le droit de s'exprimer a priori, donc moi je ne vois pas pourquoi j'irais censurer l'accès à quelqu'un sous prétexte que ses opinions politiques sont différentes des miennes. D'accord, mais il y a des conséquences concrètes sur, tu vois, les transferts de terrorisme. Oui, alors après, il y a plein de problématiques. Typiquement, on peut parler des problématiques de la radio FM et de la radio libre, qui au Rwanda a été un des plus gros facteurs d'extermination du génocide de Tutsi, avec la radio des collines. Et c'est pas Internet le problème. Voilà. Moi, si je mets à disposition un média, soit je fais un média libre et donc tout le monde a le droit de parler, d'exprimer ce qu'ils veulent en appliquant le droit local, c'est-à-dire pas de... en France, c'est pas de discrimination raciale, pas de sexisme, je crois, pas de discrimination sur la religion, ce genre de choses-là, ou pas d'incitation à la haine raciale. Enfin, bref, il y a une limite légale, qu'on soit d'accord avec ou pas. Mais si tu l'utilises et que je suis pas d'accord avec ce que tu fais, je vais te le dire. Mais si demain un boucher tue quelqu'un avec un couteau, on va interdire les couteaux? Enfin, c'est un outil. Non, on va interdire les bouchers. Ou les bouchers. Donc ça, c'est le genre d'argumentation qui sont un piège et qui vont brider l'expression à travers un outil. L'outil, tu en fais ce que tu en veux. C'est pas la réponse que je voulais en fait. Désolé. Je sais. Sinon, au niveau des mouvements politiques chez l'ACCEUR, il y a vraiment de tout. Et c'est ce que je disais, il y a des gens qui sont persuadés que la démocratie représentative, en fonctionnant avec un parti, en essayant d'entrer dans ce système-là pour le changer de l'intérieur, peut fonctionner, comme ça a été plus ou moins le cas en Suède ou en Allemagne avec le Parti Pirate. Il y a des gens qui sont des anarchistes complets, il y a des libertariens, il y a des communistes, il y a des télécommunistes, des crypto-communistes, des anarcho-socialistes, il y a de tout. Mais parce qu'en fait, c'est des gens qui sont issus de plein de milieux culturels différents. Je ne peux pas forcément dire de milieux socio-professionnels différents, parce qu'on reste quand même dans globalement des gens qui ont un accès, sur Internet, d'accord, c'est quand même globalement des gens qui ont accès à l'éducation, ce qui n'est pas du tout le cas partout dans le monde. Mais voilà, mais j'ai pas de pronostic à faire. Moi, mon état idéal, c'est un état décentralisé, en démocratie directe, voire démocratie liquide, sans existence de frontières, et centré sur les communautés locales. Voilà, ouais, ça fait peut-être moins anarchiste, et peut-être que Frédéric ne sera pas du tout d'accord avec cette vision-là, et qu'il voudra une autre forme d'État. Flo, pareil, Paul, pareil, et vous tous aussi. Je vous encourage à réfléchir à ok, on change le monde. Mais on change le monde, pourquoi? Pour l'amener dans quel sens? Mais pour le coup, avec Diaspora et l'État islamique, on a eu un comportement qui a été que chaque cluster a choisi ce qu'il allait faire, et qu'ils ont quand même beaucoup choisi donc de signaler ces profils de l'État islamique. Donc on peut peut-être avoir un peu d'espoir dans ce système-là. C'est ça que je vous fais. Oui, pourquoi pas. Alors deuxième petite question. Allez, très rapide, je vous promets. Les logiciels libres, open source, etc. Est-ce qu'on est sûr que c'est les plus sûrs? Je fais référence notamment à des failles qu'on a eues cette année, notamment Artemis. Je vais vous expliquer, vous dire ça mieux que moi. Non. Cela dit, le logiciel libre est absolument nécessaire pour pouvoir avoir un logiciel sécurisé.
Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? En maths, c'est la condition nécessaire mais non suffisante. C'est la condition nécessaire pour avoir un logiciel sécurisé. Pas parce qu'un logiciel est libre qu'il est sécure. Enfin, je veux dire, des gens qui codent avec leur pied ou qui apprennent à programmer, qui ne savent pas faire un logiciel, ça existe. Il y en a plein partout, il y a des malwares qui sont libres, etc. Par contre, ce qu'est un logiciel libre, donc on va rappeler, c'est un logiciel qui respecte 4 libertés fondamentales. La liberté d'exécuter le code comme on l'entend, la liberté d'analyser le code et donc de pouvoir le lire, et donc l'étudier, la liberté de pouvoir modifier le code comme on l'entend, et la possibilité de pouvoir redistribuer le code et ses modifications comme on l'entend. Il faut ces 4 libertés fondamentales. Et la liberté qui nous intéresse pour la sécurité, c'est comme la liberté d'étude et de modification. C'est-à-dire que n'importe qui trouve une faille dans un logiciel libre, il peut aller lire le code source et essayer de l'améliorer. Ça ne veut pas du tout dire, et comme on l'a vu avec la Lib OpenSSL, et comme on l'a vu avec le Bugger Bleed, et comme on l'a vu avec pas mal de choses, ça ne veut pas du tout dire qu'un logiciel libre est sécure. Mais un logiciel qui n'est pas libre ne peut pas être sécure. Parce qu'il est basé sur quelque chose qu'on vous cache, et donc personne n'a la preuve, à part le fabricant, qui fait exactement ce qu'il prétend faire. C'est comme vous vendre une serrure, enfin une porte blindée, vous n'avez surtout aucun moyen de voir ce que c'est. On vous dit non, mais c'est bon, elle est renforcée. Et ça se trouve, la porte, elle est en plâtre. Enfin, elle est sécure peut-être, mais enfin, elle est en plâtre, quoi. Voilà. Je dirais même mieux comme exemple. En fait, un logiciel non libre qui traite des données personnelles, c'est comme si pour faire passer un message personnel à un de tes amis, ou à une de tes amies, tu donnais une lettre, une enveloppe, à la première personne que tu croises dans la rue. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement sympathique qui va effectivement la délivrer sans la lire à son destinataire, ou ça peut être quelqu'un qui va en faire n'importe quoi. Il n'y a aucun moyen de savoir. C'est ça le concept d'un logiciel non libre. Apparemment, il n'y a plus de questions. Et en même temps, il y a déjà eu un assez long débat, et il y a peut-être des gens qui ont envie de boire un verre au bar ou d'écouter de la musique, ou apparemment, Yokin a extrêmement soif. Donc pour la sauvegarde de ce garçon et la vôtre, probablement, on va s'en tenir là. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci d'avoir abondamment participé à cette discussion.